Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec toutes les lectures que j'ai lues ce mois-ci. Elles sont extrêmement nombreuses. D'ailleurs j'ai compté, j'ai déjà oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lectures papier. 1, 2, 3, 4, 5 lectures numériques et audio. Donc j'ai lu 15 livres ce mois-ci et la fin du dernier mois qui n'était pas rentré dans mon dernier update lecture, ce qui fait énormément de lectures à vous présenter. Je vais faire ça de manière assez succincte, notamment la plupart j'en ai déjà parlé, soit dans des vlogs, soit dans d'autres vidéos thématiques qui tournent autour d'un autre sujet. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller regarder sur la chaîne les autres contenus, mais je vais vous présenter du coup tous les livres que j'ai lus. J'ai énormément lu ce mois-ci, ça m'arrive rarement de lire autant, mais là du coup 15 livres, j'avais prévu 20 livres pour juillet, août, chaque mois en fait, et bon c'est un peu moins mais c'est quand même pas mal, dont 10 lectures papier, ce qui représente quand même pas mal de livres. Et je commence tout de suite parce que bah j'ai beaucoup de livres à vous présenter. En tout premier, je vous ai présenté les lectures de mon dernier vlog, avant-dernier vlog sur la chaîne, je ne sais plus trop par rapport à vous, qui est donc mon vlog romance science-fiction. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, il faut savoir que cette année j'ai fait un challenge que je ferai sur peut-être pas l'année prochaine, qui est sur des vlogs thématiques romance. Donc j'avais le vlog romance contemporaine, romantasy, dark romance, enfin bref, tout type de romance. Je voulais tester un peu de tout et notamment cette année j'avais fait la science-fiction. Et je vous ai présenté tous les livres et je vous ai pas forcément présenté ce livre. Alors en fait c'est un abandon, c'est pour ça que je commence par lui. Donc je sais pas s'il compte dans les livres lus, je vous le présente juste très rapidement. Je l'ai abandonné parce que ce livre parle d'écologie et de science-fiction. Donc on est dans un monde où les humains ont un peu terrassé la terre, il reste plus d'organismes vivants pratiquement à part les hommes, les derniers hommes, et il va se passer une extinction en fait de l'espèce humaine. À chaque chapitre on a une bougie qui petit à petit va disparaître et s'éteindre jusqu'à ne plus exister, et en fait ça représente l'extinction. Et en plus vous avez les jours qui s'écoulent, le temps qui s'écoule 47 heures avant l'extinction, donc voilà. Et en bas de chaque page, vous avez une espèce qui a disparu dans ce monde-là et qui est en voie d'extinction dans notre monde à nous. C'est très anxiogène. Je pensais pouvoir le lire et je pense que dans le mood là où je suis actuellement, je pourrais techniquement le lire parce que ça va mieux, mais au moment où j'ai pris cette lecture, c'était fin juin, début juillet, j'allais vraiment pas très bien, j'étais pas en mesure de lire ce genre de livre. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le genre de lecture qui me donne envie. J'ai aimé les personnages, surtout la jeune fille principale, mais j'avais pas forcément envie de savoir ce qui se passait ensuite parce que je savais que ce serait une fin triste, et en fait je pense que c'est pas le genre de livre que j'aime et j'aurais dû m'en rendre compte avant. Mais j'avais envie de tester parce que l'écologie c'est des questions que j'aime bien, qui tournent autour du métier que je vais faire plus tard, et je trouve ça toujours intéressant, mais je préfère les messages d'espoir que vraiment ce type de livre où tu sais que tout va mal finir. Je sais que moi ça m'angoisse plus qu'autre chose, et même si la lecture sert à transmettre des messages, et des messages importants pour le coup, ça devrait pas non plus être, je pense, un moment terrible à passer. Donc vraiment, voilà, tant pis, je le lirai pas, je pense que je vais revendre le livre, c'est pas, voilà, ça m'a pas plu tant que ça. L'histoire était plutôt cool, je pense que beaucoup de gens peuvent y trouver leur compte, mais voilà, c'est pas du contenu qui est fait pour moi tout simplement. Donc voilà, abandon. Peut-être je le compte pas, du coup je l'ai compté, mais du coup ça fait plus 14 livres ce mois-ci. Pour ce mois-ci, j'ai eu 3 services presse numériques. Donc le tout premier c'est Et ainsi tomba la rose de Arnaud Evans. Je vous en ai parlé dans un vlog, la moitié du livre, puis je vous en ai parlé un peu plus tard pour vous donner un avis global. Donc on est là dans une dark romance, romance MM, dark fantasy. On est dans un monde un peu médiéval où les vampires ont vraiment tous les pouvoirs, où ils font vraiment n'importe quoi avec les humains, et c'est vraiment assez horrible. Le monde dans lequel on évolue est très dark. On est avec notre personnage principal qui va découvrir un secret de famille, et sa famille va un peu se débarrasser de lui et le vendre à un vampire, et voilà, l'histoire commence un petit peu comme ça. C'est très sombre, mais il y a des éléments que j'ai vraiment aimés qui sont dans les codes donc de la dark romantasy. Attention, public averti, je rappelle ce type de livre c'est pour un public majeur, et aussi vu tous les trigger warnings, voilà, et être au courant de ces trigger warnings, renseignez-vous si c'est un livre qui vous intéresse.
C'est l'auteur donc qui m'a proposé ce service presse, enfin j'ai proposé à l'auteur et il m'a dit oui et il m'a fait confiance et j'ai plutôt bien aimé ce livre, j'ai aimé la manière dont c'était construit, j'ai aimé l'écriture, il y a des phrases que j'ai soulignées que j'ai trouvées très belles, dont la citation, vous pouvez la retrouver sur Instagram, qui était vraiment, c'est peut-être juste une phrase du livre mais que j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé par contre que c'était hyper sombre, hyper gore et je crois que c'était un peu dans le mood, vous voyez, Villa Emilia, ce type de livre que j'aime bien lire mais je n'étais pas forcément dans le mood pareil à ce moment là pour lire un livre gore comme ça, donc ça m'a un petit peu choquée sur ce niveau là, mais c'est le but du livre, donc je savais en rentrant dans ce livre que c'était le principe. J'ai aimé donc la romance qui est mignonne et ouais, dans les codes de ce que tu veux lire quand tu lis une romance entre un vampire et un humain. Un petit point un peu plus négatif, il y a les ellipses de temps dans le livre que je comprenais pas forcément tout le temps pourquoi il y avait ces petites ellipses qui faisaient que moi j'avais envie personnellement de savoir ce qui s'était passé et de voir vraiment l'évolution des sentiments. Là où on a en fait certaines périodes de leur romance qui est hyper sympathique, mais voilà, des fois t'as envie de savoir ce qui s'est passé entre les deux. Donc bon bilan, j'ai envie de découvrir les autres livres de cet auteur, notamment au niveau, pas forcément dark romantasy, mais plus les contemporains. Je pense que cet auteur il s'est évoqué des choses qui sont sombres et une psychologie derrière. Je pense que c'est vers ce genre d'auteur que je me tournerais parce que tu sens qu'il maîtrise cette partie là. En service presse également, des éditions Ciblog avec qui je suis partenaire cette année. J'ai lu Le Puceron qui... et je vais jamais y arriver hein, vraiment. Le puceron qui était amoureux de sa rose, dans lequel on plonge dans un univers qui est le même que La fourmi qui rêvait de devenir libellule. On va suivre une amie de la Chloé qu'on suit dans l'histoire originale et cette amie elle va friter un petit peu un date avec un garçon qui est ami avec le protagoniste masculin du premier tome. On a Trent et Tessa qui vont donc un peu se rapprocher, c'est assez drôle, ils ont un tempérament tous les deux qui matche bien, ils se répondent des trucs, voilà c'est mignon, c'est gentil, j'ai préféré quand même la série originale. Même si j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé juste certains passages vis-à-vis d'une autre protagoniste féminine qui est dans l'histoire qui était un peu abusée dans le sens où on la maltraite un peu, même si elle clairement elle fait vivre à notre personnage masculin donc Trent une romance qui est assez toxique, enfin une histoire d'amour qui est assez toxique et du coup c'est un peu vu comme le personnage méchant de l'histoire, mais du coup c'est trop méchant et t'as pas ce recul là de te dire ok elle agit comme ça c'est mal, mais à côté de ça vous n'êtes pas obligé de lui faire ce que vous faites parce qu'il y a une sorte de, je dirais pas d'infidélité mais quand même il s'intéresse beaucoup à Tessa et je trouve que ça se fait pas vis-à-vis du personnage féminin et c'est à aucun moment c'est remis en question cette partie là, donc voilà. J'étais un peu sceptique vis-à-vis de ça, il y a quelques petits points qui ont pêché mais surtout j'ai trouvé c'était marrant, c'était mignon, c'était tout ce qu'il fallait pour une petite romance et surtout on retrouve les personnages principaux avec Chloé et Nao et ça c'est quand même assez cool. J'ai lu aussi, et je suis trop contente, un classique dans cet update, j'ai lu La femme gelée de Annie Ernaux en e-book, c'est du coup un service presse qui m'a été proposé et dans ce livre on va plonger dans l'enfance puis l'âge adulte de Annie Ernaux et notamment on va s'intéresser aux côtés des inégalités entre les hommes et les femmes, donc c'est un livre profondément féministe et où on va s'intéresser plus exactement à dans l'éducation ou dans la manière dont on voit les choses, qu'est-ce qui différencie en fait, qu'est-ce qu'une femme va avoir à faire en plus, à quelle place on va lui réserver, sachant que Annie Ernaux elle appartient à une génération qui n'est pas la mienne, qui est maintenant âgée je dirais, et du coup c'est hyper intéressant de se rendre compte de comment cette génération a évolué et quelles sont les inégalités qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Donc ça va de comment on forme, comment on éduque les filles différemment, ça va aussi de le fait que Annie Ernaux elle a grandi dans une famille qui était pas normale à l'époque où sa mère elle travaillait beaucoup et son père était plus l'homme au foyer qui s'occupait plus d'elle, qui s'occupait de faire à manger et tout ça, et donc Annie Ernaux elle a vécu dans un monde où ses parents lui ont dit bah t'as le droit de devenir qui tu veux, tu dois faire des études etc, alors qu'à une époque où les femmes on les voyait plus se marier, alors elles pouvaient faire des études mais souvent après elles se mariaient, elles finissaient un petit peu femme au foyer pour la plupart, et ou alors de toute manière elles devaient s'occuper d'une grosse partie du foyer. Et ce qui est intéressant là c'est de montrer que même si elle a évolué dans un monde qui était différent, finalement elle va se retrouver à reproduire les mêmes schémas que ce que la société veut qu'elle effectue.
Ça parle de tout ça, c'était vraiment fantastique en termes de lecture audio. Si vous aimez les romans féministes, si vous êtes habitué à la plume de Annie Ernaux qui est visiblement assez spéciale, c'est du classique, hein. Il y a des moments où j'avais pas les références, où c'était peut-être des phrases un peu alambiquées, mais j'ai passé vraiment un bon moment. Je trouve que ce livre est d'une importance cruciale. Ça fait partie maintenant un peu de mes classiques références en termes de féministes, avec l'autre de Annie Ernaux que j'ai lu, donc qui était L'événement, que je vous ai présenté l'année dernière sur la chaîne. C'est ce genre de livre que j'ai envie de lire et ça te fait te rendre compte de plein de choses. Il y a des citations incroyables. Je vais juste vous en donner une que donc du coup j'ai mis sur mon post Instagram. Quelle tâche un homme est-il obligé de se coltiner tous les jours, 2 fois par jour, simplement parce qu'il est homme? Plein de questionnements même sur actuellement les inégalités qui sont restées. Bien sûr il y a des choses qui ont évolué, mais je trouve que c'est hyper intelligent de l'avoir fait comme ça et de l'avoir publié et que ce soit accessible aujourd'hui. Et c'est le genre de livre que moi j'aurais aimé lire au lycée et que je trouve encore une fois hyper important dans la manière dont la société est organisée et dont nous-mêmes, quel schéma est-ce qu'on reproduit. Toujours en lecture numérique, maintenant je vais vous parler de 2 e-books que j'ai lus. Vous aurez pas vu encore le vlog, mais j'espère que vous prendrez un plaisir à voir ce vlog que j'ai vraiment pris trop de plaisir à faire, qui sera sur la chaîne bientôt, mais je vais vous parler assez rapidement de mes 2 autres lectures e-book. Donc j'ai lu La fille de la reine sirène, qui est le tome 2 de la saga La fille du roi pirate. J'avais pas compris qu'il y avait 3 tomes, hein. Pour moi ça se finissait au 2e, donc je comprends pas ce que va être ce 3e tome. Du coup en fait dans le tome 1, pour vous situer un petit peu, on suit Alosa qui va se faire capturer par un groupe de pirates exprès pour pouvoir leur extorquer quelque chose, et elle fait ça sous les ordres de son père qui est le roi des pirates. Sauf que les choses vont évoluer, il va y avoir une petite romance, c'est du young adult romantasy et c'est vraiment trop bien. Déjà des livres avec des pirates j'en vois peu passer et ceux que je vois j'aime plutôt bien. Là dans celui-là ce que j'aime particulièrement c'est le personnage d'Alosa. Pas forcément l'univers autour qui est cool mais qui est pas forcément construit de façon hyper développée, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le personnage d'Alosa est juste incroyable. Elle est badass, c'est elle qui dirige, c'est elle qui fait ce qu'elle veut, et un petit peu le reste des personnes, que ce soit son équipage composé majoritairement de femmes, ou alors que ce soit même l'équipage ensuite sur lequel elle est capturée, tout le monde va finir par faire ce qu'elle a envie elle, et je trouve ça juste incroyable. Il se passe pas mal de trucs, il y a quelques petits rebondissements, l'histoire d'amour est plutôt mignonne et plutôt sympathique, donc voilà, une bonne petite romantasy. Dans le vlog romantasy de cette année que j'ai fait avec vous, je vous disais que j'avais été étonnée que le tome 1 me plaise autant parce que j'avais vu pas mal d'avis négatifs, et en fait finalement bah, j'ai passé un bon moment. Il n'y a pas forcément un monde encore une fois hyper bien développé ni rien, mais l'univers des pirates est bien décrit, on parle aussi d'aventure, d'une quête, de trésors et de romance, et du coup tout allait pour que je passe un bon moment, et j'ai passé un très bon moment. Ce tome 2 j'étais peut-être moins emballée dans le sens où j'ai pas trouvé de nouveaux trucs qui sortaient du lot, mais j'ai passé un bon moment et j'étais contente de découvrir la suite. J'ai aussi découvert une saga de romantasy que maintenant je pense que je vais suivre tous les livres. J'ai vu qu'en plus je crois qu'il y a 5 tomes, c'est La fortune qui sourit aux acharnés. Je l'avais pris en e-book parce que je me suis dit c'est bon, alors t'achètes trop de livres, celui-là tu as vu peu de personnes en parler donc peut-être que c'est pas aussi bien que ce que tu penses. Du coup bah prends-le toi en e-book et tu verras plus tard si t'as envie de le lire. Quelle lecture! Dans ce livre on suit Queen qui a pas beaucoup d'argent, qui vit dans un monde où elle doit réprimer ses pouvoirs parce que sinon elle va se faire arrêter. Elle est employée dans une sorte d'endroit où ils produisent des spectacles et elle utilise un peu sa magie mais pas trop non plus parce qu'il faut pas qu'elle montre qu'elle ait beaucoup de pouvoir, et puis elle vit surtout dans des conditions désastreuses. Il va se trouver que suite à un événement elle va se retrouver condamnée à mort, et on va avoir de l'autre côté Lazarus qui est un noble, enfin on comprend qu'il a pas mal d'argent, qui va venir à la voir et qui va lui dire bah les pouvoirs que tu as ça m'intéresse, je te propose un contrat de 10 ans pour travailler pour moi et en échange bah je te sauve la vie, je te nourris, je te donne un travail finalement, mais tu travailles 10 ans pour moi. Je crois qu'au final ils arrivent à conclure pour 5 ans en négociant. Et du coup elle embarque avec lui, mais avec lui il y a toute la troupe de Lazarus. Ça, c'est exactement le type de romantasy que j'aime, c'est-à-dire un monde qui est original, qui est pas tout le temps vrai en romantasy en ce moment. Enfin, il y a des trucs qui se répètent un petit peu, donc je suis contente qu'il y ait ce truc là de original. La manière dont les pouvoirs sont expliqués, j'ai juste trop aimé. J'ai envie de savoir la suite. Il y a des histoires de pouvoir, de royaume, de géopolitique hyper bien faits, qui dépendent de Queen et de Lazarus. Une romance que moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un gros slow burn, mais pour 5 tomes je pense que je vais adorer. Et puis c'est des slow burn où il se passe quand même un peu des trucs. Ça veut pas dire qu'il y a un gros rapprochement, mais il y a des
des scènes, des choses qui évoquent cette romance, même si elle n'est pas forcément profondément écrite dans le tome 1, ce qui est normal parce qu'on attend la suite. Plein de trucs trop bien. Tout allait bien, tout était trop cool et j'ai vraiment adoré, j'ai passé un super moment. Donc c'est, je dirais, même un petit coup de cœur, je dirais. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. On va passer aux autres lectures papier parce que j'en ai encore 9 à vous présenter. Dans un vlog que vous avez peut-être déjà vu, je vous présentais Gwen and Art Are Not in Love de Leigh Crusher, qui est donc un livre adulte dans lequel on reprend le mythe arthurien. Et donc on suit Gwen qui aime les filles et Art qui aime les garçons. Et du coup il va y avoir tout le truc où ils sont fiancés l'un à l'autre, et sauf que bah ils aiment pas, enfin ils s'aiment pas déjà, et ils ont pas envie d'être mariés. Et ça évoque tellement plein de choses, c'est un vrai young adult dans lequel on va apporter des messages, notamment au niveau de l'orientation sexuelle, de aimer qui on veut, mais pas que. Il y a aussi tout un truc sur les femmes à cette époque. Gwen, elle est amoureuse d'une chevalière qui se bat, qui défie un petit peu les codes de l'époque. Et même au niveau de Gwen, on va parler de toute cette thématique de elle est une princesse, donc elle est quelqu'un qui a du pouvoir, mais elle va jamais vraiment prendre sa place en fait en tant que princesse, c'est-à-dire que quand les autres personnes de la famille royale sont pas là, elle se sent pas légitime de prendre le pouvoir parce que notamment les gardes de la famille royale la prennent pas forcément au sérieux, alors que c'est elle qui est censée avoir le pouvoir quand les autres ne sont pas là. Et ça aussi c'est une thématique de oser être légitime de la place que tu as, oser prendre le pouvoir que tu es censé avoir de naissance en plus pour elle. Voilà, ça parle de plein de choses, ça parle aussi de Gabriel, donc qui est le frère de Gwen, qui est l'amoureux de Art, et qui a plein de pression en fait d'être le parfait fils qui doit suivre les pas de son père, et en fait lui il voit la royauté, voit la manière de diriger d'une autre façon aussi, donc la pression de on veut que tu deviennes comme ça et en fait deviens qui tu as envie de devenir. Donc voilà, que des bons messages. Le seul point négatif que je vous avais déjà souligné dans mon vlog, c'est que je trouve que Art boit beaucoup trop dans ce livre au point que ça en devient assez gênant, parce que je trouve que pour l'âge qu'il a, mettre cette thématique là dans un young adulte c'est un peu étrange, et je trouve que c'est pas forcément hyper bien énoncé, même si ça l'est un peu, parce que la seule qui va le reprendre c'est Gwen, et Gwen elle est vue un peu comme celle qui râle tout le temps, qui est un peu chiante et tout, donc qui le laisse pas forcément vivre, alors que bon voilà. Donc voilà, le petit point négatif, mais sinon c'était une très très bonne lecture, un 5 étoiles, et voilà, j'ai mis énormément de post-it, et puis surtout c'est drôle. C'est extrêmement drôle, je m'attendais pas à ce que ce le soit, donc voilà, bonne lecture. Ok, Broken Bones, je vous en ai déjà parlé dans un réel, mais voilà, je l'ai lu en un week-end, même pas, ça se lit super vite, et c'était une lecture assez mitigée, mais je regrette pas de l'avoir lu non plus. Donc c'est de Ghibli, c'est publié chez les éditions Korrigan. Dans ce livre on suit notre Oleander qui s'est enfui suite à l'accident qui s'est passé avec sa mère et les liens de sa mère, puisqu'on vit dans un monde où il y a des cercles, c'est-à-dire des sortes de d'âmes sœurs en fait, il y a un groupe d'âmes sœurs. Si je comprends bien, il y a une fille dans le cercle, mais pas forcément dans son cercle à elle, il y a une fille pour plusieurs garçons, mais des fois il peut y avoir plusieurs filles, enfin bref. C'est un cercle où ils sont tous à peu près âmes sœurs, et pour renforcer le cercle, il doit y avoir une relation entre deux personnes d'un même cercle. Donc notre Oleander elle s'est enfuie quand elle était jeune parce que, enfin on le comprend pas trop, ça c'est le truc, même à la fin du 1 on comprend pas trop parce que c'est tout, je pense que c'est autour de ça que repose l'histoire. La société dans laquelle elle évolue n'aime pas du tout ça, il faut compléter ton cercle et du coup on va la ramener de force à tous les hommes avec qui elle est âme sœur. Ce livre est problématique sur beaucoup trop de points, et en même temps il aborde des trucs qu'on n'aborde pas forcément en romantésie, des trucs plutôt mignons, et en termes de romance on est servi puisque elle va avoir un peu sa romance avec tous les jeunes hommes avec qui elle est âme sœur. Donc voilà, ce livre en plus il est hyper addictif et en même temps c'est pas forcément l'écriture que j'aime, c'est hyper cru, hyper violent. Voilà, donc il y a plein de contradictions dans cette lecture que j'ai eue. J'ai eu du mal vraiment avec certaines scènes, notamment une qui est censée être dénoncée, mais on verra dans le tome 1 parce que ça arrive à la fin et on n'en parle pas trop, il se passe d'autres actions après. J'ai eu du mal voilà, avec certains personnages que je trouve particulièrement problématiques et d'autres qui sont hyper intéressants. En plus tout cet univers avec le cercle, c'est vraiment très bien imaginé quand même. C'est assez original et du coup j'ai beaucoup aimé, surtout que moi j'adore tout ce qui est relation entre les personnages, j'adore tout ce qui est groupe d'amis et tout le monde a un peu sa propre histoire et il se passe plein de trucs et c'est un peu ça dedans. On suit pas forcément que le cercle, on suit aussi les amis d'Oleander.
Et en même temps il y a des trucs encore une fois qui vont pas en termes d'univers, c'est très bizarre, elle est dans un monde de romanticisme, elle va à l'université, elle fait ses petits trucs. C'est un peu étrange, c'est un peu bizarre. J'ai passé un bon moment, voilà, j'étais vraiment addictive à la lecture, même si de temps en temps je levais les yeux et je me disais mais est-ce que c'est la pire histoire que je suis en train de lire? C'est ça qui était très étrange, donc voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Voilà, très mitigée, je lirai le tome 2 parce que ça m'intrigue, mais je pense que si le tome 2 continue dans la direction problématique, je ne lirai pas la suite. J'ai lu une masse critique Babelio, donc c'est en thérapie avec Épicure, combattre votre anxiété au moment où j'étais la plus anxieuse, ça m'a pas du tout aidé. Donc en gros le principe c'est qu'on a un dialogue entre Épicure et notre écrivain, enfin l'auteur je suppose, qui va poser des questions sur son anxiété et Épicure va répondre par rapport à notre monde actuel mais par rapport aussi surtout à son monde à lui. C'était très étrange la manière dont c'est fait, je suis pas sûre que ça m'ait aidé. Alors de 1, la discussion est étrange parce que Épicure il a vécu plusieurs années en arrière et on lui parle de trucs actuels, du coup ils reprennent les principes d'Épicure mais parfois ça s'éloigne pas mal de l'anxiété, et quand ça parle d'anxiété je trouve que ça parlait pas forcément de mon anxiété à moi. Par exemple il y a tout un discours sur le fait que être anxieux c'est forcément ne pas être heureux et je suis pas forcément d'accord. Tu peux être quelqu'un de très anxieux et très heureux à certains moments, c'est sûr que ça va t'handicaper dans ta manière de faire les choses, mais voilà j'étais pas d'accord avec la vision de l'anxiété et puis surtout ça m'a pas aidé à aller mieux. Je trouve que les derniers chapitres sont plus intéressants, ça va parler un petit peu de la mort mais bon c'est pas forcément ça le plus intéressant, mais c'est un peu l'idée de Carpe Diem de Épicure, c'est-à-dire vivez l'instant présent etc, et c'était un peu mieux fait mais dans l'ensemble pas très bien compris. La plupart des post-it que j'ai mis c'était des incompréhensions ou des trucs qui me correspondaient pas à l'anxiété que moi j'ai. Ça peut vous correspondre mais voilà, du coup j'ai été un petit peu sceptique de cette lecture et voilà, un peu déçue. J'ai lu Celle que je cherchais de Cassandre Lambert enfin, que j'avais pris donc au salon de Montreuil cette année et que j'ai fait dédicacer. Je suis un petit peu déçue de cette lecture, je vais me cacher. Ouais, je suis un petit peu déçue de cette lecture parce que, bon déjà je vous fais le résumé, donc on suit Armel et Noah qui sont dans la même fac, qui vont commencer les études supérieures. Non, je crois qu'Armel elle redouble et c'est un petit peu cet âge adulte, ils vont se trouver, lui il est plutôt introverti, elle est extravertie, et elle va un peu l'amener dans ses délires et on sent que Armel elle est pas très bien, elle se sent pas bien avec les autres, avec le monde et du coup ça va parler un peu de tout ça, surtout de santé mentale. Alors, où ce livre ne l'a pas fait, je pense que j'ai pas très bien aimé le personnage d'Armel qui... Alors dans l'ensemble ça a quand même été une bonne lecture, je tiens à le dire, j'ai aimé la relation entre les deux, voilà, il y avait rien qui a fait que j'ai voulu arrêter la lecture, c'était addictif, j'avais envie de tourner les pages. Maintenant j'ai été déçue de quelques petits trucs. Armel je la trouve assez insupportable, je comprends que on ait voulu faire un personnage qui... voilà, elle a des problèmes de santé mentale, ça en parle super bien, elle va voir un psychologue etc. Et franchement au niveau de parler de santé mentale c'était vraiment bien fait. Maintenant le caractère même d'Armel j'ai pas du tout aimé, elle emmène notre personnage principal dans des choses dangereuses et puis surtout il est censé être introverti et par amour pour elle il va faire tout ce que en tant que personne introvertie je ne ferais personnellement pas, même si j'étais amoureuse de la personne, et pourtant personnellement je sors avec quelqu'un d'extraverti donc je peux vous dire il y a des choses je fais pas, et lui il est prêt à tout faire, il est prêt, à aucun moment il va remettre des choses en question, et puis même elle l'oblige pas mais elle lui dit bah il faut que tu boives, il faut que tu fumes parce que les auteurs, en fait il a envie de devenir écrivain, les auteurs ils sont malheureux donc il faut que tu deviennes un peu malheureux et voilà, il faut que tu diminues ton espérance de vie, donc enfin voilà il y a des messages forcément qui sont pas forcément hyper bien en termes de messages véhiculés et c'est pas forcément remis en question, donc petite déception. Ils étaient mignons mais même la romance, voilà c'était mignon mais sans plus. Après ça j'ai lu I Kiss Sarah Wheeler de Kazem McKiston. D'ailleurs j'ai vu sur les éditions Lumen que l'autrice écrivait un autre livre qui allait sortir bientôt en septembre ou en août. I Kiss Sarah Wheeler je pense que vous l'avez vu sur pas mal de chaînes, bon ça date peut-être un peu plus, c'était pas de cette année en tout cas. On suit Chloé, en fait Sarah Wheeler est une grosse star du lycée dans lequel elle est et avant de disparaître elle a embrassé Chloé, mais elle a pas embrassé Chloé, elle a embrassé son petit ami et un autre garçon qui est un petit peu le mec populaire d'une équipe de sport je crois, je sais plus si c'est le foot.
Sarah, elle va disparaître et elle va laisser quelques indices derrière elle. Du coup, Chloé va décider de mener l'enquête, mais pas toute seule, avec les autres personnes que Sarah Wheeler a embrassées. C'est ça qui est assez cool. Ce livre, c'est 70% d'enquête et 30% d'histoire d'amour. Ça veut dire que si vous voulez une romance, vous plongez pas dedans. Moi, je me suis plongée dedans, pas comme une romance, je savais qu'il y aurait de l'enquête, mais je pensais pas que ce serait autant divisé. C'est vraiment 70% et enquêtes, ils trouvent et un peu de romance. J'ai aimé suivre cette enquête, j'aime pas spécialement les enquêtes. J'ai aimé les messages qui étaient véhiculés, notamment au niveau de la non-binarité, de tous les sujets actuels autour de l'orientation sexuelle, de l'identité quand on est au lycée, des lycées qui te laissent pas forcément être toi-même, ou des familles où on te laisse pas forcément être toi-même. Ça va évoquer tous ces sujets. Je trouvais ce livre sympathique, mais il n'y avait rien qui sortait du lot encore une fois. Ça m'a tenue en haleine le temps que ça allait. Et la romance était mignonne. En fait, j'ai beaucoup plus aimé les personnages secondaires qui sont les deux autres garçons que Sarah embrasse. Je trouvais qu'il y a toute une thématique autour d'eux qui est plutôt originale et sympathique, mais voilà, c'est le seul truc qui m'a vraiment tenue en haleine dans ce livre. Voilà, l'enquête, j'avais envie de savoir ce que c'était, puis quand j'ai vu la fin, je me suis dit tout ça pour ça. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu l'idée. Donc bon moment, mais sans plus. On va passer à Emily Henry. J'ai lu 2 livres, donc j'ai lu Happy Place et People We Meet on Vacation, comme ça pour me tenir un peu à jour d'Emily Henry que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait un vlog dessus qui va bientôt sortir normalement. Voilà, désolée, je fais trop de vlogs et voilà. Donc pour passer un peu dessus, Happy Place, c'est une histoire où on va suivre un groupe d'amis, et plus particulièrement dans ce groupe d'amis, on va suivre Win et Harriet, qui sont en couple depuis longtemps, mais cette année ils se sont séparés et ils vont retourner en vacances avec ses amis, sauf qu'ils veulent pas leur dire qu'ils se sont séparés parce que c'est ce type de groupe d'amis où ils étaient ensemble et ça soudait un petit peu tout le monde qu'ils soient en couple. Sauf que les choses vont pas se passer exactement comme ce qu'ils avaient prévu et ils vont peut-être devoir dire les choses, peut-être qu'il y a d'autres révélations qui vont se faire. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est pas juste une romance, c'est une romance et c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de vie, de tranche de vie, de prendre des décisions à un moment dans sa vie, de se demander est-ce qu'on suit la personne ou pas, de savoir est-ce qu'on veut que tout soit parfait maintenant, enfin est-ce qu'on se contente de ce qu'on a maintenant ou est-ce qu'on attendra que tout soit parfait pour vraiment être heureux finalement. Voilà, ça parle vraiment de thématiques de vie et de choix de vie et c'est super intéressant, et même au niveau de l'amitié c'était incroyable. J'ai adoré ce livre, je lui ai mis 5 étoiles. C'est pas un coup de cœur mais c'est une excellente lecture que je vous conseille fortement cet été. Ça parle de plage aussi, ça parle d'activités d'été, mais surtout ça parle de petites romances et elle est vraiment bien faite. People We Meet on Vacation, j'ai un tout petit peu moins aimé. Pour vous résumer, on suit Poppy et Alex qui sont meilleurs amis depuis très longtemps. Sauf qu'il s'est passé un événement et depuis ils se parlent plus depuis 10 ans alors qu'ils partaient en vacances tous les ans ensemble. Poppy va décider, parce qu'elle est pas très bien dans son boulot, parce que Alex lui manque, de tout simplement se retrouver pour cet été un petit peu spécial. Le truc étant que ce livre était vraiment bien écrit, sympathique comme il fallait. Mais j'ai moins aimé la révélation que dans Happy Place, parce qu'en fait dans les livres d'Emily Henry, et c'est vrai aussi dans Happy Place, on va alterner passé-présent en termes de chapitres, et dans celui-là je me suis un peu plus perdue, j'ai moins compris le plot twist de l'histoire en fait. J'ai trouvé on avait fait beaucoup de caisses pour pas grand chose, et en même temps ça parle beaucoup plus je trouve d'amitié encore une fois que d'histoire d'amour, parce que oui il y a une petite romance, mais ce que j'ai vraiment aimé c'est leur amitié au début et où ça va les mener, et en même temps ce livre contrecarre un peu le truc de meilleurs amis. Je trouve qu'ils sont plus meilleurs amis que ensemble, mais ça c'est mon point de vue. Genre j'avais vraiment l'impression que en se mettant en couple tous les deux, ils allaient gâcher un peu leur amitié pour le coup, et ça m'a fait pas trop le truc de tout le long, tu les vois ensemble, tu les vois bien ensemble. Donc voilà. Après c'est une très bonne lecture que je vous conseille aussi l'été et qui rentre dans tous les livres d'Emily Henry, aussi bien écrits, qui parle de plein de choses en termes de thématiques de vie, de la voix qu'on s'est toujours imaginée, et on se rend compte peut-être quelques années plus tard qu'on l'a suivie parce qu'on essayait de fuir quelque chose plus que parce que c'était notre voix qui nous rendrait le plus heureuse possible. Voilà. Donc ça parle aussi de sujets hyper importants et j'ai quand même bien aimé. J'ai vraiment des problèmes de carte de mémoire, c'est génial. Ensuite, j'ai lu, j'espère que j'ai pas trop bougé, je pense que j'ai bougé pendant tout le truc, désolée, j'ai eu des petits problèmes de carte mémoire. Donc ensuite, j'ai lu This Is Not a Love Letter, qui est un coup de cœur. Là vraiment, je sais que c'en est un. C'est un livre dans lequel on va parler de sexualité et de surf.
pour les adolescents, je crois que c'est à partir de 15 ans si je dis pas de bêtises. Dans ce livre on suit Lou qui se sent pas très bien, c'est un été compliqué, on sent que sa meilleure amie n'est pas là et ça lui manque. Et elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Indigo qui va lui demander de lui donner des leçons de surf et de sexualité. Et au début elle est un peu réticente, pour le surf un peu moins, mais surtout pour la sexualité ça lui paraît un peu bizarre. Et elle va se prêter au jeu et c'est le meilleur livre que j'ai lu en termes de messages, de consentement, respect, de bienveillance, de... juste d'amour en fait, parce que c'était une vraie leçon d'amour je dirais, de respect de l'autre. Et ce livre envoie tellement les bons messages. À côté de ça on a une plume qui est incroyable, qui est poétique. On va avoir des lettres aussi que va écrire tout du long notre protagoniste féminine à sa meilleure amie pour lui raconter un peu ce qui se passe. Et on va avoir aussi plein de moments où on va avoir des règles que notre jeune femme fait, qu'elle va écrire selon ce que sa meilleure amie lui disait, parce qu'on sent que c'est sa meilleure amie qui avait les vraies règles de qu'est-ce que devrait être la sexualité. Ça parle aussi un peu de fraternité, il y a toute une histoire un peu avec le frère de Lou. Il y a... ouais, vraiment, ça parle d'un moment en été et de tous les bons messages en termes de consentement, d'amour. Vraiment, s'il y a un livre, une histoire d'amour à lire avec les bons messages, c'est celui-là. À la fin, j'avais les larmes aux yeux, il y a une révélation qui est juste déchirante. Et le dernier message que Lou envoie à un garçon, la dernière phrase qu'elle dit à ce garçon est tellement vraie et je me suis dit l'autrice a mis les mots sur quelque chose dans notre société. Voilà, je vous laisserai là-dessus, mais s'il y a un livre que vous devez découvrir cet été en termes de young adult et de romance, c'est bien lui. Et je finis avec notre dernier livre, pas des moindres, hein, puisque j'ai lu Le Faucheur de sorcières ce mois-ci de Carissa Weeks, publié chez les éditions Lost Kingdom, qui est une petite pavasse, mais en vrai ça se lit plutôt vite parce que c'est écrit plutôt gros. Dans ce livre on suit un faucheur et une sorcière. Étrange quand même par rapport au titre. Le faucheur, chaque hiver, je sais pas si c'est vraiment l'hiver, mais à chaque période, une certaine période, il vient il vient enlever une sorcière d'un village, de plusieurs villages si j'ai bien compris, pour les amener quelque part. On sait pas grand chose de plus, on l'apprend petit à petit ce que les sorcières deviennent, et on va suivre du coup la sœur de une des sorcières qui a été enlevée quand elle était plus jeune. Et cette sœur, elle a pas mal de pouvoir en elle et elle décide qu'elle va tuer le faucheur de sorcières au moment où il va arriver. Ça c'est vraiment le speech de départ parce qu'il se passe beaucoup plus de choses par la suite. J'ai bien aimé cette histoire, ça a été une bonne lecture mais c'était pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Par exemple, pour vous donner un peu une idée, La Fortune sourieuse acharnée, je m'attendais à ce que pas grand chose et j'ai été hyper agréablement surprise, et lui je m'attendais à beaucoup plus de trucs et du coup j'étais un peu plus déçue. Maintenant j'ai passé un bon moment. Ça m'a fait un petit peu comme la série ACOTAR pour vous donner une référence, c'est-à-dire au terme de monde le développement est un peu le même, ça met du temps à se développer et en même temps il y a des choses intéressantes en géopolitique, en monde, mais c'est pas non plus autant développé que d'autres livres de fantasy. En même temps c'est un peu normal, on est dans une romantasy. Au niveau de la romance c'est pareil, ça met beaucoup de temps à arriver, ce que j'ai aimé. Pas forcément les rapprochements, mais ce que j'ai aimé dans leur romance, et quand ça arrive j'ai été passionnée. En termes de famille, pareil, ça met du temps à arriver, mais quand ça arrive on passe un super moment, il y a plein d'intrigues, plein de choses autour. Voilà, bonne lecture, je pense que je lirai à la suite, mais je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus de romance, plus d'intrigues. Je crois que ce qui m'a posé problème aussi, c'est qu'ils étaient hyper isolés tous les deux du reste du monde pendant toute une partie où ils avançaient dans le froid, dans la neige. Et même s'il se passait des choses, je trouvais que du coup c'était un petit peu long, et moi je préfère vraiment quand la romance elle prend place au milieu de plein d'autres intrigues, de plein d'autres relations entre d'autres personnages, voilà, toute une petite société ou tout un petit village où il se passe plein de choses, et pas forcément les deux qui sont isolés au milieu de nulle part. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a posé un petit peu problème. Mais voilà, sinon encore une fois j'ai passé une bonne lecture, mais ça restera pas dans mes tops de romantasy, ça c'est sûr.
crois que j'ai fait le tour un petit peu des lectures dont j'avais envie de vous parler. N'hésitez pas vraiment à liker, à me dire un peu les livres que vous avez lus ce mois-ci, ceux que vous avez aimés. Est-ce qu'il y a des livres dans la pile que je vous ai présenté que vous avez lus, que vous avez aimé contrairement à moi, ou vous avez aimé comme moi, ou vous avez pas aimé alors que j'ai aimé. Vraiment, n'hésitez pas en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!